Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 1 heure avec mes chroniqueurs pour débattre et décortiquer l'actualité sportive de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au menu ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard nous donnera l'agenda de la semaine et le débat avec l'équipe de France de football qui joue ce soir contre la Turquie pour les qualifications de l'Euro 2020. Enfin, nous recevrons Cédric Joly, champion du monde et champion d'Europe de canoë-kayak. Avec nous ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Marek Keta, bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée. Bonsoir Jean. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean. Comment vous allez pour le grand retour de Timothée? Il nous avait manqué 2 semaines. 2 semaines, c'était un petit peu long. Je suis allé un petit peu là-haut à Reims là. Alors c'est froid. Il fait froid. Ah, c'est dingue. Ah non, mais je pars 26 degrés, j'arrive -2, c'était une catastrophe. Oui, quand même, ouais. Non, mais sans manteau en plus, bon comme je suis. L'année prochaine, vous faites un stage chez moi. Oui. France Bleu, Belfort-Montbéliard. On salue d'ailleurs je salue l'équipe et Hervé Blanchard en particulier. Oui. Et vivement que j'espère que vous allez être en stage en hiver. Ah, ça serait énorme. Ça va être exceptionnel. Mais je crois en plus que c'est en hiver. Attendez, juillet prochain. Oui, donc c'est en hiver. C'est ça, en hiver. Donc c'est en hiver. C'est l'hiver là-bas, ouais, c'est ça. Ouais. C'est en fait, c'est en hiver pour nous là-bas. Quoi. Mais écoutez, vous avez la barbe là. Oui. Ouais, c'est vrai. On dirait le Père Noël là. En fait, je suis saisonnier. Ça arrive, il se prépare là, il faut préparer la barbe. C'est la mode en Franche-Comté, ouais. Ça arrive, exactement. Comment ça va, Marek? Également au retour, une semaine d'absence. Ça va très bien. Parti en Australie ou pas du tout? Non, mais j'ai fait un petit tour sur les côtes françaises, histoire d'aller tester la vague, voir ce que ça donne ici. Ça lui a pas suffi. Oui, c'est ça, ça lui a pas suffi en Australie. Bah écoutez, il faut continuer de progresser. Hein, donc, là au moins il n'y a pas les requins quoi. Donc, ouais, on en profite. Oui. En parlant de surf, on va en parler tout à l'heure dans les coups de cœur et coups de gueule. Comment ça va, Mehdi? Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Prêt pour la pizza après? On va expliquer à nos auditeurs. En fait, on reste tous après l'émission. On va se mettre devant le match France-Turquie. Et vu que nous sommes des sportifs de très grand niveau et très professionnels, bon, on a commandé pizza. Ouais, donc, conseil du nutritionniste. C'est moi. Exactement. Maxime, comment ça va? Bah, ça va, content de voir que Timothée est revenu sain et sauf des contrées boréales. Et puis j'attends son prochain. Un peu, ouais, j'ai joué à midi au foot. Ah bon? C'est vrai, il abandonne la balle ovale. Non, mais c'est parce que j'ai toujours joué au foot. Hein. Donc là, c'était entre collègues comme ça. Ça va, c'est sympa. Mais j'aime bien le foot. Hein. Il y a une légende qui court, une légende urbaine comme quoi j'aime pas le foot. C'est totalement faux. Hein. Bon, ça va. À ce qui paraît, vous êtes pas mauvais. J'ai jamais joué contre lui. On ira faire un foot. Ah, bien sûr, ouais. Parce qu'il paraît, il est pas mauvais. Comment vont Romain et Coraline? Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Salut tout le monde. Ça va? Tout va bien. Prêt pour commander les pizzas? Oui, c'est nous qui avons le téléphone. C'est ça, bon bah parfait. On voit ça à la pause tout à l'heure. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs. Vous êtes en grande forme. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Vous commencez à avoir l'habitude, chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, une joie, une déception, une petite nouveauté, une première dans Sportez-vous bien depuis 1 an et demi. Aujourd'hui, ce sera pour Maxime Brossard. Aujourd'hui, vous êtes plutôt mitigé, à l'image justement de Maxime Brossard. Alors vous, c'est un coup de tiède. Voilà, c'est ça, je vous l'ai dit, c'est la nouveauté, c'est ça. C'est un coup de tiède en fait. Parce que c'est un coup de cœur et un coup de gueule sur voilà, le même c'est sujet, les quoi. deux à la fois quoi. C'est-à-dire c'est la Coupe du monde de rugby, vous me voyez arriver et donc le coup de froid, forcément c'est la déception autour de l'organisation et de tous les matchs qui ont été annulés, aussi du fait que des joueurs de la classe de Sergio Parissé vont devoir quitter la scène internationale par la toute petite porte sans pouvoir même défendre les couleurs de leur pays. Et puis oui, un peu aussi tous les défauts d'organisation qu'il y a eu autour de ce mondial, en sachant que après voilà, quand on voit l'ampleur des dégâts du typhon, le nombre de morts, on se dit qu'aussi on revient à la raison, on se dit que c'est que du sport. Et donc oui, le coup de feu, le coup de cœur, on va dire, c'était la folie avec ce match entre le Japon et l'Écosse. La qualification des Japonais qui a été magnifique. En plus, ils étaient transcendés déjà par l'événement et aussi par le fait que leur pays a été meurtri par le typhon. Et j'ai trouvé, au-delà de ça, qu'ils ont proposé du jeu
ils se sont pas contentés d'une petite victoire ou d'un bonus défensif qui aurait pu les aider à se qualifier. Ils ont vraiment tout donné et vraiment ça m'a fait plaisir à voir. Ça m'a réconcilié avec mon sport. En fait, j'étais un peu bipolaire, c'est-à-dire je suis passé. On a échangé quelques messages par SMS. Ouais. Et un coup ça allait bien. Je suis passé de la détestation à me dire là, mais quelle horreur quoi. Qu'est-ce qu'on va devenir, quand même ça va un peu mieux, donc j'espère qu'il y aura d'autres coups de cœur. C'est quand même un beau pied de nez, le Japon, dans un sport, je reprends un petit peu les mots hors antenne de Maxime, il va pas m'en vouloir, je l'espère en tout cas, où c'est un peu conservateur. Là, c'est un beau pied de nez. Le Japon, ils avaient frôlé la qualification il y a 4 ans, et cette année, ils l'ont réussi. C'est vrai que c'est un beau pied de nez, parce que le Japon n'est pas forcément un pays qui c'est pas un pays de rugby. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, comme vous le disiez, en 2015, ils avaient loupé la qualification, malgré 3 victoires, dont une très belle victoire contre l'Afrique du Sud, je pense qu'on peut le rappeler. Ouais. Et ils joueront contre l'Afrique du Sud en quart de finale, donc un beau remake. Et le vainqueur jouera contre le Pays de Galles ou la France. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de voir ces Japonais qui jouent, qui ont pas de complexe, qui osent. Donc ouais, c'est vrai que c'est agréable, mais après c'est vrai déçu de voir l'Italie comme voilà avec Parissé et Ghiraldini qui peuvent pas défendre leur ticket. Donc on dit pas qu'ils auraient gagné contre les Blacks, mais au moins ils auraient pu jouer. C'est le sport. Oui, mais on sait jamais. Faut respecter l'adversaire. Voilà, c'est ça. Il y a bien un jour où l'Italie va battre les All Blacks. Ouais, oui, combien de temps, peut-être dans 100 ans. Non, mais sans parler de ça, mais je veux dire, c'est que quel que soit l'adversaire, vous devez lui donner sa chance et vous devez le respecter. C'est vraiment clairement manquer de respect à tout, même à l'Italie, carrément au pays, quoi. Je veux dire, ça se fait pas. Faut pas faire c'est pas normal. Et je vais vous gronder, messieurs, parce que vous avez été mauvaise langue la semaine dernière. Vous avez dit la France va perdre, ça sert à rien. La France n'a pas perdu contre l'Angleterre. Et n'a pas pris de points. Ça, c'est exceptionnel quand même. Mehdi. Je n'ai même pas envie de le relever. Moi, ce que je voulais dire, c'est quand même, on parle d'un pays qui n'aime pas forcément dont le rugby n'est pas le sport numéro 1, mais en termes d'audience au Japon, je crois qu'il y a un match qui a fait pratiquement 30 millions. Et là, je crois que les chiffres vont tomber pour le Japon-Écosse. Ça va être terrible. Mais je crois que ils espèrent approcher les 50 millions de téléspectateurs. C'est la France, quoi. C'est la folie, pour vous dire. L'équipementier du Japon est en rupture de stock depuis une semaine. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de maillots, plus de t-shirts, plus de vestes. Il n'y a plus aucun produit dérivé de l'équipe des Cherry Blossom. Fantastique. On suivra les quarts de finale. Ce sera samedi et dimanche. La France est dimanche matin contre le Pays de Galles chez nos confrères de TF1. On en reparlera, j'imagine, lundi prochain, en espérant, pourquoi pas, une qualification de l'équipe de France. Je me tourne sur ma gauche. On va parler un petit peu de ballon rond. Oui, on va parler un petit peu de ballon. On va parler de football. Ouais. Alors, c'est officiel depuis à peu près une bonne heure avec nos confrères de la Dépêche qui l'avaient sorti en premier. Il y a eu le départ d'Alain Casanova, l'arrivée d'Antoine Comboiré. C'est votre coup de cœur, mais sur le départ de Casanova plutôt. Oui, avant toute chose, je respire. Voilà, de l'air. Ouais, on vide les tiroirs. Casanova qui représentait un peu cet entre-soi qu'entretient le TFC depuis maintenant une dizaine d'années, avec toujours aller chercher des membres de staff qui ont fait partie du club. Et là, on a un choix fort de faire partir Casanova enfin, j'ai envie de dire, qui était aussi en quelque sorte associé à la défaite et à ce ventre mou du tableau chaque année joué. Il n'avait pas été là pendant 2-3 ans où ça s'était très mal passé aussi. Oui, alors c'est Duprat, c'est Pascal Duprat, il y a eu Arribagé, il y a eu de bon après. Voilà, donc la politique n'avait pas forcément. Oui. La politique. Sans le désespoir. Oui, on voit les yeux de Mehdi qui regardent la table. Mais Pascal Duprat, qui est une parenthèse, monsieur maintien de la Ligue 1, qui a fait le travail. On s'en rappelle. Bref, oui. Non, voilà, donc Casanova qui s'en va. On espère que le club, du coup, va entamer une nouvelle ère. Et donc, l'arrivée, très probable. Donc confirmé, vous me dites, de Antoine Comboiré, que je trouve un très bon choix, un entraîneur qui a de la bouteille. C'est quand même bien, il y a de l'expérience et puis c'est une grande gueule, faut le dire. Oui, c'est une grande gueule, il a des titres à son actif, il a entraîné le PSG avant Qatari, puis il a navigué ensuite après en Ligue 1. Je trouve que c'est un bon choix, c'est un entraîneur de caractère qu'il nous faut pour redonner confiance au TFC et surtout retrouver le cœur des supporters. En parlant de supporters, Mehdi, je me tourne vers vous, content, pas content. Quel est votre sentiment de chroniqueur et de supporter? On va le dire honnêtement. Ah oui, supporter, forcément, il y a le cœur d'abonné qui parle aussi. Mais si on me dit c'est jusqu'à la fin de saison, je dis Camboiré, ben oui. Parce que le club, il faut le sortir de là. Mais si c'est pour construire un projet, c'est comme Pascal Duprat. Pour moi, on ne peut pas construire un projet avec ce genre de personnage. Pourtant, à Valenciennes... Alors, il a une belle carrière. Voilà, il a une belle carrière, mais ses dernières expériences se sont pas très très bien passées. Et peut-être que son discours et le discours qu'il a, qui est beaucoup axé sur la motivation,
passe beaucoup moins avec les nouvelles générations, et là ça fait quand même 4-5 ans que Camboiré, ça sent un peu, alors j'espère me tromper, mais un peu le has-been, quoi. Quelqu'un qui est sur la pente descendante au niveau du coaching, et pourquoi, peut-être qu'il a entendu et qu'il se renouvellera, mais j'ai un petit peu du mal à y croire. En parlant de Casanova, on va quand même le dire, ok, c'est un petit message pour certains, on peut le critiquer sur le fait d'entraîner, sa façon d'être, sa façon de faire au sein du TFC. Il aime le club. Mais bien évidemment, on le rappelle, c'est chez nos confrères de l'équipe, je crois, qu'on sortit ça. Oui. Il a démissionné aussi par rapport aux menaces de mort qu'il a reçues. Il faut juste arrêter les conneries, en fait. Je veux dire, c'est juste son boulot, et ok, il le fait bien, pas bien, libre à chacun de juger. C'est du sport, c'est du foot. Mais de là à aller le menacer de mort, et pour qu'il quitte le club, faut quand même que ça aille loin, Timothée Rouvière. C'est vrai qu'il s'est passé des choses très graves avec Alain Casanova, comme disait qui n'ont rien à voir dans le sport. Qui n'ont rien à voir avec le sport, c'est deux choses différentes. Comme le disait Marek, c'est bien de tourner la page, c'est bien de changer carrément de projet, mais voilà, je rejoins Mehdi. C'est vrai qu'Antoine Camboiré, depuis qu'il a quitté Paris en 2011, c'est un entraîneur qui multiplie les expériences à droite, à gauche. Il a fait Lens, il a fait Valenciennes, donc à voir ce que ça donne, mais ce qu'il faut vraiment, c'est un entraîneur de caractère qui puisse mener les jeunes pour que Toulouse puisse remonter au classement. On en parlera dans l'agenda tout à l'heure. Le TFC qui va recevoir Lille, aussi plus ou moins en difficulté, pas pour les mêmes raisons. On dit que Lille, par rapport aux objectifs de Lille, ancien vice-champion de France en titre et membre de la Ligue des Champions cette année, donc voilà, Toulouse-Lille, ce sera au Stadium, on en parlera tout à l'heure. Je me tourne vers Mehdi Guillonneau. Là, on parlait de surf tout à l'heure dans le sommaire, dans la présentation. On va parler de surf, et un bel exploit pour un surfeur français. Un magnifique exploit pour un surfeur français. J'intégrerai aussi une française à ça. C'est peut-être la première fois d'ailleurs qu'on en parle. Moi, depuis que je suis ici, on n'a jamais parlé de surf. Vrai. Et ce week-end, il y avait la 9e manche des championnats du monde de surf. C'est le Quicksilver Pro France. C'est la manche qui a lieu à Hossegor tous les ans. Toujours fin septembre, début octobre, parce que c'est là que les vagues sont les meilleures, et pour la première fois un Français s'est imposé. Ça existe depuis 1994 cette manche de Coupe du Monde, et c'est Jérémy Flores, qui est un Réunionnais, qui a remporté cette épreuve-là. Il avait déjà gagné à Tahiti, il a gagné 2 fois à Hawaï, il me semble, le Pipe Master, qui est une des plus prestigieuses, et il a gagné dans une ambiance de folie. Il y a eu la Marseillaise, il a été porté en triomphe, et c'était vraiment quelque chose d'unique pour le surf français, quoi. On a vraiment l'impression, moi j'ai vécu ça comme une grande première, qui peut mettre en lumière ce sport-là, et en plus ce sport devient olympique en 2020 au Japon, et Flores se rapproche de la qualification, parce que c'est assez compliqué pour se qualifier. Même les meilleurs sont pas encore qualifiés, comme Kelly Slater, la légende, etc. Et donc il se rapproche de cette qualification-là. Et je souligne aussi la demi-finale de Johanne Defay chez les filles. Elle l'avait déjà fait en 2014, qui se rapproche elle aussi des JO de Tokyo. Belle performance, Marek. C'est magnifique, surtout pour le surf, pour le surf. Et puis non, excellente performance, surtout pour Jérémy Flores, qui a 31 ans. Voilà, il avait 13 ans d'attente avant de gagner un titre de cette envergure, en plus à la maison. Donc grande émotion vendredi, des vagues qui étaient surfées magnifiques. C'était très beau à voir, il a fait beau. Et un public aussi, j'ai suivi en direct sur nos confrères, la chaîne de nos confrères L'équipe. C'était exceptionnel, voilà. Et un circuit, et c'est surtout, ça fait du bien de voir un Français un peu s'imposer, puisque Jérémy Flores maintenant accède à la 9e place au classement de la World Surf League, pour être... Je peux pas le dire, je sais pas le dire. Mais non, voilà, c'est surtout le surf qui est un sport qui est dominé principalement par les Australiens et les Américains, les Brésiliens aussi en ce moment. Et on verra bien pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 quelques chances de médaille, à condition de se qualifier bien évidemment pour les Jeux Olympiques 2020. Et enfin le dernier, c'est un coup de cœur gueule, je ne sais pas trop comment le situer. Un petit peu des deux. On va parler de marathon et de l'exploit du Kenyan. Alors il n'a pas éclipsé le sosie de Xavier Dupont de Ligonnès, mais il a réussi je pense un des plus gros exploits de l'athlétisme et du sport moderne. Il s'appelle Eliud Kipchoge, il est Kenyan, il a 34 ans, et c'est le premier homme à être descendu sous les 2 heures pour couvrir 42 km 195. Ça s'est passé à Vienne, en Autriche. C'est l'équivalent de courir 21 km/h pendant 2 heures. C'est 21 km/h, ça fait 2,50 au kilomètre, surtout qu'on a vu qu'il a accéléré sur la fin. Après, c'est vrai que c'est un exploit sportif, on pensait jamais qu'un homme allait descendre, c'est comme les 18 mètres en triple saut. Mais il avait du monde autour de lui. Voilà, on le situe où cet exploit? C'est ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que oui, il y a un exploit sportif, mais à côté, il y a une communication dingue, il y a un marketing de ouf, et moi j'assimile ça, et mes mots font fort, à du dopage technologique. Pourquoi c'est du dopage technologique ? Parce qu'il a été relayé par 40 lièvres.
C'est-à-dire qu'un lièvre, je répète, c'est quelqu'un qui va, qui va donner l'allure. C'est un peu comme au cyclisme, on voit tous les cyclistes où les grandes stars des équipes sont derrière et c'est en fin de course, d'étape où ils passent devant. C'est un peu la même chose, ils protègent par rapport au vent, par rapport à grimper, etc. Là, c'est un peu c'était la même chose. C'est exactement la même chose. Donc 40 lièvres. Donc l'effort est moins important, ça reste exceptionnel, mais ça c'est sûr. Il avait des chaussures qui avaient quand même une grosse technologie, tout a été totalement repensé au niveau de sa chaussure, et il avait une voiture juste devant qui projetait des lasers verts pour suivre le record du monde. Ces lasers, c'est fou. Donc ça a été organisé par Ineos et le PDG d'Ineos, Jim Ratcliffe, qui a l'équipe Ineos de cyclisme et de racheté Nice en foot. Donc c'est vrai que mes mots sont forts avec du dopage technologique. Il a quand même touché $1 million, mais voilà, après c'est un record du monde qui pourra pas être homologué, même s'il détient le même record du monde, parce qu'il a été un petit peu trop aidé. Et juste un dernier petit mot à côté, à titre de comparaison, le record du monde féminin a aussi été battu par Brigitte Kosgei, qui elle a 25 ans et qui vient aussi du Kenya. C'était aussi à Vienne, et là elle avait seulement 2 lièvres, donc ça fait aussi polémique. Mais voilà, à titre de comparaison, les hommes et les femmes, mais voilà. En 30 secondes, on le situe où cet exploit, Mehdi? C'est un exploit pour l'être humain en général, mais c'est pas dans des conditions sportives. Voilà, il est pas validé. Ça a juste prouvé que l'être humain, pouvait passer sous les 2 heures en étant aidé. Bon, voilà. Après, c'est pas, je sais pas. Le record féminin pour y passer, pour y venir aussi, il y a quand même quelques polémiques sur la Kenyane qui a fait le record du monde. On en reparlera peut-être. On en reparlera. Ouais. Bon, on verra bien. Moi, je vais courir le marathon et je vais battre largement le record. Allez, en scooter, c'est ça. En trottinette électrique. Moi, j'étais en trottinette. Après, vous faites ce que vous voulez. Merci, messieurs. Nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec l'agenda de la semaine. À tout de suite.
Portez-vous bien ? L'agenda sportif. L'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard. Et comme d'habitude, on va démarrer avec le rugby, la Coupe du Monde de rugby. Oui, la Coupe du Monde. Place au quart de finale. On en a parlé un peu pendant les coups de cœur et les coups de gueule. Ça va commencer donc samedi avec un Angleterre-Australie à 9h15. Après, en suivant, il y aura Nouvelle-Zélande-Irlande à 12h15. Celui-là, il va être sympa. Ouais, il va être pas mal. Nouvelle-Zélande, Irlande. Tous, ils vont être beaux. Ouais. Même le dimanche, le tant attendu Pays de Galles-France à 9h15. Et le Japon-Afrique du Sud, donc à 12h15. Voilà pour la Coupe du Monde. Un mot de top 14, Pro D2 Pro D2, alors la Pro D2, donc c'est parti avec Colomiers, donc Colomiers-Valence. Ce sera ce vendredi à 20h. Colomiers 9e qui a ramené un bon point de bonus défensif de Provence Rugby. Ils vont recevoir le dernier Valence, donc on va dire un peu victoire obligatoire pour les Columérins. Après il y a Montauban donc, qui a retrouvé le chemin des terrains après une longue période de trêve où ils avaient un peu de trêve forcée, on va dire, puisqu'ils avaient un problème victime d'une épidémie, donc ils sont revenus, ils ont perdu lourdement à Mont-de-Marsan. Là ils vont tenter de se racheter contre Vannes. Ils recevront donc les Vantais qui sont 10e, Montauban est 13e, et ce sera vendredi à 20h45. Un mot de Fédéral 1, il y aura top 14 ouais. Le samedi donc à 15h30 il y aura donc le derby Montpellier contre le Stade Toulousain, un autre derby un peu plus éloigné celui-là que celui de la semaine dernière où le Stade Toulousain a battu Castres, donc voilà, 36-15, le score est facile à retenir. Il y a aussi donc deux matchs à suivre à 18h. Il y aura le SU Agen qui a fait une belle prouesse, ils ont fait un match nul au Racing, 27-27, ils recevront le Stade Français et la section paloise qui va recevoir justement le Castres Olympique à 18h. La Fédérale 1. Ouais, voilà. Donc la Fédérale 1, la poule 3 comme d'habitude avec de belles affiches. Moléon-Tarbes, donc ce sera 16h, ce sera samedi. Il y aura aussi un match, alors là si vous aimez les matchs à l'ancienne, c'est l'occasion. Il y aura Pamiers-Saint-Sulpice-sur-Lèze à 19h samedi. Prenez les parapluies parce que là ça va tomber, les marrons, je peux vous dire que... Ouais, Moléon-Tarbes aussi. Et alors là j'ai les frissons. Albi-Groyer à 19h à samedi, ouais, ça sent bon le rugby d'antan. Je peux vous dire que c'est deux belles équipes là, de l'époque. On sent l'émotion quand vous dites ça. Oui, vraiment. Ouais. C'est du rugby pour le coup. Quoi. Et le dimanche, donc là, Lavore-Blagnac, ce sera à 15h à Lavore. Il y aura aussi Oloron-Florence. Et enfin, là encore, une sacrée affiche avec Bagnères-Lannemezan. Un mot de football ? Ouais, le foot, donc on en a parlé avec l'arrivée donc, d'Antoine Camboré au TFC. Ce soir aussi, il y a bien sûr France-Turquie à 20h45. On vous donnera la composition des équipes dans le débat là, tout à l'heure. La Ligue 2, donc rapidement, ce sera vendredi donc à 20h. Clermont qui accueillera Rodez qui est 14e, Clermont 10e. Et voilà, pour faire plaisir à Jean, il y aura Sochaux, le 3e, qui se déplace à Chambly. Ouais. Fantastique. Voilà, magnifique. Chambly qui a volé son logo à l'Inter. Voilà, on espère que... Et l'Inter qui a volé le talon à Sochaux. La Ligue 1, ouais, donc vous l'avez dit, Jean, la 10e journée, le TFC en difficulté, 18e qui reçoit Lille, 5e, ce sera samedi à 20h. Et rapidement, Colomiers, il y aura un beau match en National 2 puisque l'équipe de Colomiers, donc 6e du classement, va accueillir la réserve de Saint-Etienne. C'est un match sympa ça quand même, ce sera samedi à 18h, voilà, à Capitani. On change de sport, on garde le ballon rond mais plus petit, on va parler de handball. Le hand, donc la Lidl Star League, voilà. Le Phoenix 6e qui a fait un match nul, qui a ramené un match nul de Nîmes lors de la dernière journée, 32-32. Gros déplacement pour les hommes de Philippe Gardan puisqu'ils vont à Nantes qui est 2e, ce sera mercredi à 20h30. Et un mot de basket, volley et hockey sur glace. Oui, voilà, ouais, pêle-mêle un peu tout là. Alors donc en basket, donc chez les garçons, le TBC va recevoir Boulogne. Ce sera à 20h30 vendredi. Ils sont sur une série de 3 matchs à domicile là, le TBC. Ils avaient un premier match contre Lorient la semaine dernière. Et malheureusement, ils ont perdu de plus 10, soit 74-84. Et surtout, très important, les filles qui reviennent, les filles du TMB. Ça repart donc pour les filles tout dans la même division que l'année dernière. Elles étaient passées pas loin de la montée. Malheureusement. Elles avaient perdu en finale. Elles étaient allées en play-off, et perdu en finale. Perdu en finale, ouais. Donc ça commence demain soir à 20h au Petit Palais des Sports et elles accueillent Nantes. Voilà.
Le volley, la Liga, donc la deuxième journée avec les Spacers. Ils ont perdu en ouverture contre Cannes 3-7-1 et là il va falloir faire un choix puisque demain ce sera demain donc le match à 20h en même temps que le TMB et ce sera contre Montpellier. Du coup, donc une première mi-temps basket et une deuxième mi-temps, une deuxième partie premier set de volley et après on part. Exactement. Et enfin on termine avec le hockey sur glace. Ouais, le hockey, donc là ça va rappeler des souvenirs aux supporters du TBHC puisque le TBHC va se déplacer à Roanne. Roanne, c'est l'équipe qui avait éliminé les Toulousains l'année dernière, donc ce sera samedi à 20h. Le TBHC qui a battu Valence. Je voulais d'ailleurs saluer notamment Yann Douli qui est le premier buteur valencien qui a quand même 45 ans. C'est quand même incroyable, 45 ans jouant en D2. Est-ce que vous continuerez à faire du sport à 45 ans, Jean? Ça en est moins sûr. Vous nous le direz dans 2 ans, vous. Mais moi, je vous le dirai, ouais, ça devrait aller, écoutez. Je commence à cotiser pour la retraite. Hein. Et donc, le TBHC qui, après 3 journées, est tranquillement 4e de poule. Voilà. Merci Maxime, au moins c'est complet. On peut passer au débat de la soirée. Sportez-vous bien. Le débat. Ce soir, l'équipe de France de football affronte la Turquie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Une victoire qualifierait officiellement les Bleus pour cet Euro. On le rappelle, ils sont vice-champions d'Europe et champions du monde. Les hommes de Didier Deschamps ne semblent pourtant pas faire l'unanimité. Messieurs, la question, on ne répond que par oui ou par non et on débat ensuite. Êtes-vous inquiet pour la suite de l'équipe de France, Timothée Rouvière? Ah oui, c'est la catastrophe. Hein. Maxime Brossard. Le regard de Maxime. le regard de Maxime. Non, mais j'y connais rien. J'espère que ça a été capté par les caméras. C'est pas possible. Quel regard. Mehdi Guillonneau. Non. Et Marek Keta. Non, pas vraiment. Alors je me tourne vers Timothée. En quoi on peut être inquiet quand on est vice-champion d'Europe, champion du monde, pratiquement qualifié sans encombre? On le rappelle que c'est vrai que la France a pour habitude de se qualifier difficilement pour les compétitions. Tout va bien en soi. Alors, quand on est vice-champion d'Europe et champion du monde, normalement, il n'y a pas de souci. Sauf qu'avec l'équipe de France, ça fait depuis juillet 2018 que ça va pas. Le sacre mondial. Depuis le sacre mondial, pour moi, ça va pas. Pour moi, les cadres ne sont pas au rendez-vous. Pour moi, Ils sont blessés. Mais voilà, problème. J'ai dit qu'ils n'étaient pas au rendez-vous, donc soit blessés, soit ils sont pas là. Pour moi, les cadres sont pas au rendez-vous. Pour moi, la griffe d'idées des champs ne marche plus. Alors, pour moi, le fait que le style prôné par Didier Deschamps, tout pour la défense et tout pour l'attaque. Maintenant, les autres équipes, elles sont préparées, donc c'est compliqué. Et ensuite, dans le jeu, ça passe pas. Dans le jeu, on ne prend plus plaisir à voir cette équipe de France. Donc, c'est pas la catastrophe comme je l'ai dit quand j'ai répondu à votre question. Mais il y a quand même des sources d'inquiétude pour cette équipe de France. Contre des petites équipes, on l'a vu contre l'Islande, on l'a vu contre l'Albanie, l'Andorre et la Moldavie, ça peut aller, mais il y a eu une défaite 2-0 en Turquie en juin. Là, on ne sait pas ce que ça va donner ce soir face à d'autres équipes, je pense à la Croatie, à l'Allemagne, à l'Angleterre. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que on sent que c'est pas des Bleus à réaction. Mehdi Guillonneau, pas d'accord? Ben, je suis pas inquiet, un peu pour les mêmes raisons. Disons que moi, la France est forte. En fait, je vois la même équipe de France avec des gens depuis 6 ans et on a été vice-champion d'Europe et champion du monde. C'est la même chose. Moi, je m'ennuie devant les matchs de l'équipe de France, à part quand ça vibre et qu'il y a un peu d'enjeu. Je me suis toujours ennuyé. Donc, je me dis qu'en fait, tout va bien. Voilà pourquoi je me dis que tout va bien. C'est parce que ça ne change pas. Les cadres, c'est toujours les mêmes. Tout va bien. Moi, je me dis qu'on est capable de faire le doublé. Hein. Deschamps, il sait comment faire. Donc, pourquoi pas. Maxime Brossard. Moi, je m'adresse un peu à tous les amateurs de foot. Quoi. J'ai envie de vous dire, vous êtes quand même des enfants gâtés. Quoi, parce que votre équipe est championne du monde. Elle est vice-championne d'Europe. Et vous allez encore nous emmerder à dire ouais, on joue pas, on fait ci, on fait ça. Franchement, les gars, arrêtez quoi. Je veux dire, regardez dans les autres disciplines, c'est catastrophique. Non, mais surtout au rugby, je veux même pas parler du rugby, c'est catastrophique, ça vaut rien. Mais je veux dire quelque chose qui se fait pas. Vous êtes mon préféré, Maxime. Non, mais c'est vrai quoi. Des fois, il faut relativiser quoi. Honnêtement, même quand je vois tous les gens qui s'en sont pris à ce pauvre Giroud, il marque. Donc, qu'est-ce que vous lui reprochez en fait quoi, de pas faire des gris-gris? Il joue pas au futsal, il fait du vrai foot. Donc, honnêtement, il est là, il est pour planter, il fait son travail. Donc, je comprends pas trop. Marek Keta, quand la France était sous Domenech, sous Laurent Blanc et au début de Didier Deschamps, on était fort dans les matchs amicaux et on était pas bon dans les matchs officiels. Là, c'est tout l'inverse. Tant mieux pour nous.
Oui, tant mieux, mais je rejoins Mehdi sur le fait que l'équipe de France on a trouvé une formule, la formule Deschamps qui continue de prendre. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on continue de gagner. Est-ce qu'on peut parler de chance au bout d'un moment il l'a fait à la Juve, il l'a fait à Monaco, il l'a fait à Marseille, il le fait en équipe de France, il n'y a plus de la chance là quand même. C'est un style de jeu, c'est une formule stratégique, ça prend. Voilà. Je sais pas si Marek est comme moi, mais je dis ça, mais ça veut pas dire que j'apprécie. Ça veut pas dire que j'apprécie ce que je vois. D'accord, on s'ennuie devant les matchs de la France, mais on gagne. Mais on gagne. Mais le problème, en fait, moi, je pense, c'est qu'on est toujours à la limite. Là, on a vu, ça s'est joué à un but. Et on se dit au bout d'un moment, la limite, ça va plus tenir. Donc, ça marque une fois, ça marque 2 fois contre des petites équipes. Mais au bout d'un moment, quand les 4 ils sont éreintés, qu'on aura une équipe costaud en face, qu'on prendra peut-être 1 ou 2 buts, comment cette équipe peut réagir ? C'est la question. Mais est-ce que la France peut prendre 1 ou 2 buts ? C'est ça la question. Mais la question, elle est aussi, il faut aller aussi voir ce qui se passe à l'étranger. Et là, pour moi, c'est le football international qui est un peu en questionnement. On parle d'adversaires plausibles pour l'équipe de France, mais l'équipe de France, donc, elle a cette façon de jouer qui fonctionne. Et les équipes actuellement, je ne vois pas qui peut vraiment venir. L'Allemagne, ils sont complètement en reconstruction, on n'a que des jeunes. L'Espagne, ils ont fait 1-1 contre la Norvège, c'est exactement la même chose. Pour la il n'y a plus de matchs faciles pour les grandes nations, même pour les... Alors à part aller à Saint-Marin et contre Andorre, on est d'accord. Mais je veux dire, aller en Norvège, aller en Islande, jouer la Biélorussie, c'est fini, tous ces 3-4-0 à la mi-temps où c'était facile avant, quoi. Oui, je suis tout à fait. J'ai pas les mots là sur votre Maxime. Surtout, je pense que par rapport comme tu disais, Marek, par rapport au football international, avant, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un style bien défini qui dominait, avec notamment la patte de l'Espagne quand ils ont dominé le foot mondial. Voilà, Euro 2008, Coupe du Monde 2010, ils ont fait revenir le jeu un peu de possession, le jeu court, tout ça. Et là, c'est vrai que finalement, j'ai l'impression que c'est peut-être plus c'est devenu vraiment l'efficacité, quoi, le jeu direct qui est primé. Et donc, c'est la mode. Et si c'est la mode et que ça marche, tant mieux, quoi. Et si on ne remarque pas une équipe plus supérieure que la nôtre, est-ce que c'est finalement pas nous qui sommes supérieurs aux autres ? C'est peut-être ça. Non, mais vraiment, parce que des fois, non, l'équipe du moment, c'est les Pays-Bas. Ah, ça, c'est vrai. L'équipe du mais moment, qui est 3ème de sa poule de qualification, qui à l'heure actuelle n'est pas qualifiée. Je crois qu'avec leur victoire, mais ils ont un match en plus. Ou en moins, ils risquent de se qualifier quand même. Ils vont évidemment, ils vont se qualifier. Mais je veux dire, même pour eux, où on dit que c'est le foot moderne, c'est difficile pour eux. Ouais, mais ok, les Pays-Bas, je suis d'accord, mais après en Amérique du Sud, il y a quand même du monde, il y a quand même, il y a le Brésil. Le Brésil, c'est quand même très. Moi, en fait, j'ai peur. Oui, ils ont fait match nul contre le Sénégal et le Nigeria. Mais moi, ce que je crains, en fait, c'est des équipes qui sont costauds au milieu et qui sont fortes devant. Là, l'équipe de France, elle a du mal, je pense. Pourquoi la France, elle est pas forte au milieu et devant ? Alors, moi, déjà, la France. Et derrière ? Je sais pas, c'est une question que je vous pose. Je veux dire. Devant, je mettrais une limite. Parce qu'on n'a pas trouvé qui on mettait à gauche. C'est la première chose. On joue. Ah non, mais Matuidi, ça va bien pour bloquer Messi, mais pour bloquer le on était champion du monde comme ça. Mais moi non plus, ça me plaît pas. Mais voilà. Mais là, c'est pareil. Mais n'engueulez pas Mehdi. Non, mais moi, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais pour moi, on joue avec 2 joueurs devant à la place de 4. Ouais, mais là, tu viens de te vendre. Tu dis Matuidi, c'est bon pour arrêter Messi. Si le mec arrête le meilleur joueur du monde, je pense que bon. Qu'est-ce que tu veux mettre en plus ? Il demande des champs, il demande pas plus. Mais c'est pour bloquer, mais après, au bout d'un moment, il faut quelqu'un pour attaquer. Giroud, c'est très bien dans la surface, mais ça attaque pas. Et sur le côté, Matuidi, ça va défendre, ça va reculer au milieu. Donc il Giroud, nous reste ça défend aussi, oui. Ça défend, mais voilà, on a qui vraiment en joueur qui attaque ? On a Griezmann et il y a Mbappé quand il est là. Est-ce qu'ils peuvent attaquer avec Didier Deschamps ? C'est la question. C'est ça, voilà. Ils ont quartier libre. Griezmann et Mbappé ont quartier libre. Ils ont quartier libre, mais quand t'as 2 joueurs de ce niveau-là, après, ça peut suffire aussi, quoi. C'est exactement ça. Marek, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, après on a un réservoir assez important avec justement partout. Partout. Partout, c'est terrible. Devant cette année, c'est très intéressant. On a beaucoup d'alternatives avec Ben Yedder sûrement titulaire ce soir. Alors Ben Yedder est titulaire ce soir. Kingsley Coman qui casse tout en ce moment en Allemagne. Voilà. Griezmann, Martial n'est pas là, Mbappé n'est pas là, Lacazette n'est pas là. On a envie de retrouver cette équipe de France qui joue bien et qui met beaucoup de buts, etc. C'est pour ça qu'il y a une certaine frustration de la part des supporters.
Un mot sur la composition des équipes ce soir contre la Turquie, elle est tombée, donc Mandanda au but bien évidemment, ce sera Pavard, Varane, champion du monde, les trois avec Mandanda, l'anglais, là aussi il y a quand même du niveau, c'est le FC Barcelone, Hernandez qui reprend le couloir, au milieu de terrain Tolisso, Matuidi en 6 ou alors Matuidi à gauche, pourquoi ? Parce que Sissoko est titulaire, donc on va voir comment Sissoko et Matuidi vont jouer, Coman à droite, Griezmann en 10 et c'est Ben Yedder. Deux Toulousains, deux anciens joueurs, Toulousains, deux joueurs formés au Toulouse Football Club en équipe de France titulaire. Sissoko et Ben Yedder. C'est pas mal. Un mot sur les qualifications. Ok, c'est pas beau, mais dans ces matchs-là, on s'en fout un peu, non ? Oui, on s'en fout et Mehdi l'a très bien dit en début de débat, c'est l'équipe de France elle se transcende pendant les grandes compétitions. Mais c'est ça. Est-ce que c'est pas ça le plus important finalement ? Je pense que c'est ça le plus important, mais dans les grandes compétitions, c'est que c'est des matchs en jeu, c'est des matchs couperés, donc il va pas avoir un festival de buts. Donc quand est-ce qu'on a ce festival de buts ? En match amical, c'est pas vraiment des vrais matchs. En qualification, voilà, on a l'impression que ça joue petit bras. Et après, ça joue en match couperé en grand championnat. Donc, quand est-ce qu'on a cette équipe de France je crois qu'il faut que vous fassiez une raison tant qu'il y aura des champs, Timothée. Il faut que vous fassiez une raison. On le verra pas et on essaiera de vivre en compétition. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que finalement, c'est pas logique d'avoir des petits scores ? Parce que je regardais un peu les résultats, à part la Belgique qu'on a mis 9 à Saint-Marin. Mais je pense qu'on nous met les 5 titulaires à Belgique. Je pense que ça se passe bien aussi. Mais je veux dire, il n'y a plus de grandes victoires. Je vois que les effectifs, même je parle des grosses nations, bien évidemment, font plus ou moins tourner un peu comme Deschamps ce soir. Est-ce que le fait de mettre 6 matchs en 3 mois internationaux au milieu d'un début de saison entre la Ligue des Champions, le début du championnat, etc., c'est un peu ce qui fait défaut? Je pense que c'est surtout ça, on parlait du calendrier. Demandez au rugby. Mais non, mais c'est le niveau du foot, du foot mondial qui... Ah bah ouais, non mais attendez. Regardez, vous avez vu comment il est parti tout de suite. Ah non, je joue pas à la marelle. Désolé. Il y a des coups quoi, ça fait mal. Ouais, vous découvrirez ça peut-être un jour, genre si vous jouez au rugby. Du coup, non mais je disais c'est le niveau du foot mondial en entier qui monte, et puis là où des fois quand on regarde un peu les effectifs, je suis notamment pas mal la première ligue où à l'époque on avait quand même des pays bien ciblés avec les Brésiliens, les Argentins, tout ça. Maintenant on découvre plein de nations avec des joueurs au potentiel un peu incroyable quoi. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que plus ça va aller et plus ça va être intéressant de suivre le foot justement. J'ai une question pour vous, Timothée Rouvière. Je suis en train de regarder là sur mes fiches. Donc la France est je sais ce que vous allez me dire, mais je vous pose la question quand même. Pour une équipe défensive, ennuyeuse, etc. La France a, la possession ne veut rien dire. On n'a qu'à demander à nos amis belges, mais la France est la meilleure équipe en termes de possession sur la totalité des éliminatoires, et c'est surtout la 3e meilleure attaque. Moi je pense expliquez-moi, je ne comprends pas. Vous me prenez un peu de cours, oui. C'est vrai que moi en fait, qui est la meilleure attaque? Je vais répondre. Ok, il y a Andorre, la Moldavie. Oui, non mais je tiens à répondre. Ah mais du groupe. Non, de tout. C'est la Belgique, ils en ont mis 9 ils en ont mis 9, donc il y a un tel potentiel avec cette équipe de France en fait qu'on est déçu. C'est facile de mettre 4 buts à la Moldavie, à Andorre et à l'Argentine ou la Croatie et à l'Albanie. Ça c'est facile, il y a pas de souci. Mais après voilà, on a l'impression que ça joue. C'est le fond de jeu mais moi voilà, c'est que tu reproches. Et c'est surtout le match contre l'Islande, la première mi-temps, je suis désolé, mais moi j'ai arrêté au bout de la 20e minute, c'était une catastrophe. Ah mais l'Islande c'est vrai que c'était pas beau à voir match, parce que on sait que l'Islande a bien joué, etc., que voilà, ils ont fait des bons résultats et qu'ils sont en reconstruction après leur Coupe du Monde 2018 qui a été très compliquée. Et on se dit voilà, on va avoir une belle équipe de France, une belle opposition et tout. On a une équipe d'Islande qui bétonne derrière et l'équipe de France très compliquée. On s'en sort avec le plan de jeu de l'Islande, on en parle. Ils avaient mis 10 hockeyeurs sur le terrain quoi, c'était incroyable. Avec un potentiel ça bougeait pas là. De ces joueurs, avec un potentiel pareil, on a le droit d'en demander plus. Ah ouais, d'ailleurs Griezmann avec ses 45 kilos quoi, putain, il a morflé. Il a ramassé. Ils se sont entraînés avec des talonneurs d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, pour les touches les Islandais, c'est toujours des touches longues. C'est vrai. Ah ouais. Il y avait Rory Delap, je sais pas si vous vous souvenez de ce grand joueur anglais. Le foot Deschamps fait du bien au football français. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être pas forcément beau. Enfin, c'est pas peut-être, c'est pas beau. Mais ça gagne quand même. Oui, il fait du bien au niveau du palmarès. Après, est-ce que c'est pas ça le plus important ? On se souviendra alors du palmarès. Quand tu gagnes, oui. Moi, je pars du principe où à partir du moment où tu gagnes, même si c'est moche, t'as raison. Mais si tu gagnes pas et que c'est moche, t'en prends 2 fois plus. Il ramasse, oui, c'est sûr. Donc tu prends un risque quand même. Je pense que Deschamps prend un risque. Didier Deschamps est conscient que si la France fait pas dernier carré de l'Euro,
il saute. Il ramasse. Il va pas sauter parce qu'il va prolonger Oui, c'est ça, il la va semaine prolonger, prochaine. mais, Maxime. Même par rapport à justement à cette philosophie de jeu de Deschamps, là, moi la crainte que j'ai, c'est qu'il y ait un gouffre quand il va partir, puisque j'ai l'impression que par rapport aux équipes de jeunes ou aux clubs amateurs, où c'est là que se forment les futurs joueurs, ben, finalement ce plan de jeu qui est typique à Deschamps, il descend pas sur les. J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a une ramification avec les clubs amateurs? Est-ce que la philosophie de jeu de Deschamps est imprégnée dans les plus petits clubs, moi j'ai l'impression. pour qu'il y ait vraiment, on va dire, que ça continue, que ça perdure après lui, en fait, culture, quoi. J'ai l'impression, Mehdi, qu'après la Coupe du Monde 2010 où il y a eu ce fiasco et cette honte éternelle du football français, ils ont tout repris des professionnels jusqu'au centre de formation, et c'est là où on voit que les Dembélé, les Mbappé qui sont très jeunes sont déjà champions du monde, ou même pas besoin de ça, mais déjà en équipe nationale, en équipe de France. Pour structurer, après sur la formation française, on va pas se leurrer, dans l'histoire, la formation française, c'est ça, c'est des joueurs qui sont très costauds au duel, où ça défend. Historiquement, en France, il n'y a pas beaucoup d'équipes de France qui ont eu un football offensif. Quand on gagne en 98, c'est très défensif aussi. Les seules équipes, c'était dans les années 80, ils ont gagné l'Euro 84, mais ils ont aussi perdu en 82 et 86. C'est pour ça qu'ils font rêver encore nos parents. Mais ils gagnent pas. Mais voilà, ils n'ont pas gagné. Et quand on a gagné, on se renferme là-dedans. Et en fait, le football français, je crois qu'il faut qu'on s'y fasse. C'est un football défensif. Et quand on forme nos joueurs, c'est ce qu'on voit chez les espoirs, chez les jeunes. Ben oui, c'est des blocs bas et des contre-attaques avec des joueurs rapides, un petit peu comme avec Léa, avec Mbappé. C'est le football français, c'est ça. Timothée Rouvière, pourtant c'est meilleur, quasiment, mais presque une meilleure attaque des éliminatoires de l'Euro, qui est la Moldavie, Andorre, etc. Ça a été la meilleure attaque des phases finales de Coupe du Monde en 2018 en allant gagner le titre en Russie depuis à peu près depuis 30 ans à peu près, sur les phases finales depuis les huitièmes de finale. C'est bizarre quand même. C'est vrai que c'est bizarre, mais voilà, comme disait Mehdi, on est sur des équipes relativement défensives. Et si on fait un bilan, je pense que c'est le foot mondial qui est comme ça. Quand on regarde l'Italie en 2006, c'est défensif. À part l'Espagne où c'était un peu offensif, et le Brésil en 2002. L'Espagne offensif, ils ont marqué 4 buts dans toute la compétition. Non, mais voilà, mais non, si on regarde l'Allemagne 2014. L'Allemagne en 2014, c'est trompeur aussi, messieurs, non? Je sais pas, sur la phase finale, ils sont ex aequo avec la France. On est sur une mode du foot avec notamment le Liverpool qui a gagné la Ligue des Champions et même le Zidane. C'est comme ça, c'est du gros pressing, il n'y a plus les phases de possession et le jeu offensif qu'on voyait. C'est plus ça du tout change, ça évolue. Chose. Merci messieurs. Pour conclure sur ce France-Turquie, un petit pronostic, bien évidemment, on en parlera. Marek, France-Turquie ce soir. Ouais, moi je vois la France s'imposer quand même. Combien? Allez. Pas de beaucoup, je dirais. Allez, 2-1. 2-1, Mehdi. 3-0. Maxime. Triplé Matuidi. 3-1. 3-1. 3-1. Et Timothée, 2-0 Turquie? Non, 3-1 comme Maxime. 3-1 comme Maxime. Merci messieurs, on verra si les pronostics ont été bons. Réponse dans un peu moins d'une heure pour le coup d'envoi entre l'équipe de France et la Turquie. Nous, on va pouvoir recevoir notre invité. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est séiste. Alors messieurs, juste une petite question, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un sait ce qu'est séiste? Marek? Oui, c'est du canoë-kayak. Canoë-kayak, exactement. Champion d'Europe, magnifique. Champion d'Europe et champion du monde de canoë-kayak. Cédric Joly est une chance de médaille pour les Jeux Olympiques 2020. S'il y participe, on va en discuter. Cédric, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. Voilà, le canoë-kayak, champion du monde, champion d'Europe, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, comment on arrive à faire du canoë-kayak? Comment c'est venu? C'est venu assez naturellement hein, parce que j'ai essayé beaucoup de sports avant d'en arriver au canoë-kayak. Il y avait beaucoup de possibilités dans les clubs locaux et quand j'ai commencé le canoë-kayak, j'ai pas accroché tout de suite. J'avais un peu peur de l'eau, un peu peur du froid. Mais il se trouve que j'avais mon voisin qui faisait du très haut niveau en kayak, qui était en équipe de France et il m'a conseillé de m'accrocher. Donc j'ai pris petit à petit beaucoup plus de plaisir et c'est devenu une évidence bien vite. Est-ce que c'est un sport familial ou est-ce que c'est le fait que vous êtes proche de la Dordogne qui fait que vous faites du canoë-kayak? C'est un sport très familial, mais dans mon cas, c'était pas du tout ma famille ne fait pas du tout de kayak. Moi, j'ai grandi en Bretagne. Je suis né en Dordogne. J'ai vécu une année et demie là-bas. Et j'ai commencé le kayak en Bretagne. Et c'est vrai que c'était pas forcément naturel du côté de la famille, mais ça l'est vite devenu. Et vous avez une famille de sportifs ou vous êtes le seul sportif de la famille? Ah, ils aiment pas beaucoup quand je dis que c'est pas une famille de sportifs. Ah ouais, à ce point-là?
mais voilà, c'est pas, on n'est pas du tout une famille de compétiteurs ni de sportifs de haut niveau. Et mon frère a fait de la compétition quand même en kayak. Mon petit frère a suivi. Mais mes parents ne font pas du tout de sport de haut niveau, donc c'était pas forcément quelque chose de familial. Donc les parents sont pas trop stressés quand ils regardent le fils pour les championnats du monde ou les championnats d'Europe, ou un petit peu quand même? Ah si, quand même, ils sont bien investis dedans maintenant. Justement, le canoë-kayak, on a l'impression, enfin, c'est pas trop une impression, c'est le cas, il y a plusieurs disciplines dans la même discipline. Vous pouvez nous expliquer les différents styles de canoë, de kayak, de canoë-kayak? Voilà, expliquez-nous un petit peu en quelques mots. Ouais, alors il y a deux choses. Déjà, il y a les embarcations, il y a le kayak et le canoë. Canoë, on est à genoux, on rame que d'un seul côté, c'est ce que je fais moi, ce que faisait Tony Estanguet. Et kayak, on est assis, on pagaie des deux côtés. Et ensuite, il y a plusieurs disciplines qui sont liées surtout au milieu. Il y a du kayak de mer, du kayak de course en ligne qui est sur les mêmes bassins que l'aviron, du slalom qui est donc sur des rivières artificielles avec des portes où on doit négocier. Il y a de la descente, etc. Ça dépend beaucoup du milieu, les disciplines, mais on n'a que deux disciplines olympiques, c'est le slalom et la course en ligne. Et pour avoir choisi, vous avez été champion du monde et champion d'Europe, pour avoir choisi la discipline, vous vous êtes basé sur ces deux disciplines qui sont pour les Jeux Olympiques, ou vous avez testé un peu tout et vous avez vu où vous étiez le plus convaincant, le meilleur? Comment vous avez choisi la discipline? Alors, les Jeux Olympiques paraissaient vraiment très très loin quand j'ai commencé le kayak, donc j'ai plus choisi par affinité pour le slalom que par ambition olympique à cet âge-là. Et justement, à quel moment on se rend compte du niveau qu'on a? Eh ben, c'est un peu la chance qu'on a dans le kayak français, c'est qu'on a un système qui nous permet de grimper étape par étape. Donc j'ai commencé en club, puis on a eu les challenges régionaux, un système de stage de sélection régionale, puis nationale, puis Pôle Espoir, Pôle France, et tout ça est assez progressif. Et on arrive un jour en Pôle Espoir ou en Pôle France et on se dit ah ouais, là quand même je vais peut-être arriver en équipe de France un jour, quoi. Une question d'un chroniqueur, Timothée Rouvière. Bonsoir Cédric. Bonsoir. J'ai assisté récemment au championnat d'Europe de canoë-marathon. C'est une discipline que vous avez déjà essayé. Est-ce que vous avez des liens ou c'est vraiment deux grandes familles? Il y a le canoë en rivière et en mer et le canoë-marathon. Ouais, c'est vraiment très différent parce que le canoë-marathon sont des distances qui sont vraiment loin des nôtres, hein. Ils sont sur 1 heure, 2 heures de course. Nous, on est plus sur 1 minute 30. Et puis le milieu est très différent, hein. Le milieu est très différent. Ils font ça sur des lacs ou sur des canaux. Nous, on est plutôt sur des rivières artificielles avec des pompes et des vagues. On le répète parce que c'est quand même, j'aime bien le répéter quand ça arrive, champion du monde, champion d'Europe, c'est toujours important de le répéter. Quand on est justement avec un palmarès comme ça, vous êtes jeune encore, mais est-ce qu'on vit du canoë-kayak ou pas? On en vit une fois ces titres obtenus, on va dire. Ça commence avec beaucoup d'aide des parents et de partenaires locaux, institutionnels ou privés. Mais on en vit vraiment qu'une fois qu'on obtient des titres majeurs chez les seniors. Et c'est très clairement un sport amateur avec des moyens amateurs et on est très peu à en vivre maintenant. Une question d'un autre chroniqueur, Maxime Brossard. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Moi j'avais une question, comme vous êtes champion du monde, je voulais savoir un peu quelles étaient les grandes nations du kayak. Bon, j'imagine qu'il y a la France du coup, mais quelles sont un peu les nations rivales? Il me semble qu'il y avait la Slovaquie, si je dis pas de bêtises, qui était plutôt douée. Qu'est-ce qu'il y a comme pays un peu dans le monde du canoë-kayak? Donc, dans ma discipline, le canoë, la grande nation, c'est la Slovaquie, hein. C'est Michal Martikan qui a couru contre Tony Estanguet pendant des années, quintuple médaille olympique sur 5 Olympiades différentes. Il a deux concurrents slovaques qui sont aussi des très très haut niveau. Une grosse équipe. Il y a les Tchèques, les Allemands, les Anglais. Ah oui, d'accord. Les principales nations, les Slovènes. Et puis ça se développe surtout chez les filles, un peu chez les kayaks, dans les pays émergents, Brésil, Russie, Chine, en Australie aussi. Chez les hommes, c'est exclusivement, on parle du très haut niveau, c'est exclusivement européen. On sait pourquoi ou pas du tout? Ouais, je crois que le top 20 est quasiment exclusivement européen, le top 20 mondial en canoë slalom. C'est une bonne question parce que après tout, le canoë-kayak n'a pas été inventé en Europe, hein. C'est
c'est le kayak, c'était au Groenland, le canoë, c'était en Polynésie. Je pense que c'est une histoire de culture aussi, des pays qui ont eu assez tôt des temps de loisirs en dehors du travail et la possibilité de découvrir des sports de plein air. Et c'est de là que ça vient. Le canoë-kayak en compétition, ça vient d'abord des clubs de plein air qui ont ouvert au début des années 50 et qui ont permis petit à petit de structurer toute une fédération autour de cette idée du plein air, avec des profs de PS qui venaient le soir faire découvrir le kayak à leurs élèves. Vous avez fait connaissance avec Timothée, avec Maxime, connaissance avec un troisième chroniqueur. Marek Keta, une question pour vous. Oui, bonsoir Cédric. Bonsoir. Oui, je rebondis sur la question de Maxime en fait. Donc vous avez évoqué Michael Martican. Du coup, on sait qu'il avait développé une relation assez particulière avec Tony Estanguet. Est-ce que vous aujourd'hui, sur le circuit, même si vous êtes jeune, il y a quelqu'un comme ça avec un challenge en fait que vous avez envie de vous fixer? Quelqu'un que vous avez envie de battre? Un concurrent, voilà. J'ai pas mon Michel Martican, parce que c'est une relation de compétition qui s'est construite au fil des années. Hein. Ce qui caractérise leur relation, c'est que c'était soit l'un, soit l'autre qui gagnait. Pour l'instant, on est dans un niveau de compétition où il y a beaucoup d'athlètes performants. Ça change régulièrement les noms des vainqueurs. Mais peut-être que ça va venir. Déjà, j'ai mon Martican à moi. Ça va être Denis Gargaud cette année pour la sélection olympique et c'est déjà un sacré défi. Vous avez dit qu'on commence à en vivre un petit peu du canoë-kayak quand on est champion du monde, champion d'Europe, c'est presque un minimum, j'ai envie de dire, quand on a un tel palmarès. J'ai vu, source internet, que vous êtes aussi étudiant à Rennes en Sciences Po. Comment on arrive à cumuler les deux, le sport de très haut niveau et les études? Eh ben, c'est simple, ça arrive à prendre. On n'y arrive pas? Non, j'ai mis en pause il y a 3 ans. Je suis toujours étudiant ici, mais j'ai arrêté d'assister aux cours depuis 3 ans et c'était devenu nécessaire pour passer un cap chez les seniors. J'arrivais à performer chez les jeunes en étant étudiant, mais quand le niveau s'est élevé, ça suivait pas. Donc j'ai ressenti le besoin de mettre en pause et de partir vivre à Pau, parce que je me suis entraîné à Pau pendant 3 ans où je faisais exclusivement du sportif. Et par contre, mon plan, c'est de reprendre l'année prochaine, année post-olympique. Je vais avoir un peu plus de temps, donc je vais reprendre mes études à ce moment-là. Maxime Brossard. Oui, moi je voulais savoir un peu comment se passait la vie d'un séiste justement, à savoir où est-ce que vous vous entraînez, quelles sont vos journées types, vous vous entraînez combien d'heures, est-ce qu'à côté vous faites que de l'eau, est-ce qu'à côté il y a, j'imagine, un travail de musculation, de préparation physique, comment ça se passe un peu pour vous la journée type, on va dire? La journée type? Ouais. Maintenant je suis rentré à Paris à l'INSEP, donc je m'entraîne sur le bassin de Vers-sur-Marne, mais les années passées j'étais plutôt sur Pau, et sur Pau c'était très axé sur la pratique eau vive. D'accord. Donc on avait 2 séances de 1 heure, 1 heure et demie par jour sur le stade d'eau vive de Pau. C'est assez exigeant physiquement, hein. Les mouvements d'eau laissent beaucoup de traces, donc c'est difficile de faire plus de 2h30, 3 heures par jour. Et ça s'accompagne de musculation, beaucoup de musculation, 3 à 4 par semaine, et de course à pied essentiellement. On touche beaucoup à d'autres sports, mais c'est vraiment de l'accompagnement. Le principal, c'est entraînement sur l'eau, musculation et course à pied. Ok. On parlait de Tony Estanguet tout à l'heure. Il a mis sur Twitter, après votre sacre mondial, il y a une dizaine de jours, si je dis pas de bêtises, une photo avec vous. Est-ce que c'est pas trop dur de prendre la relève d'une des légendes de ce sport pour la France? Parce que vous savez très bien qu'on va vous comparer avec Tony Estanguet tôt ou tard. Ouais, ça fait plaisir, hein, parce que moi j'ai grandi avec le Tony Estanguet qui gagnait tout, donc c'est clair que c'est un modèle, et ce qu'il fait maintenant avec Paris 2024, c'est assez dingue aussi, hein. Il a trouvé un nouveau défi qui est très inspirant en post-carrière. Mais voilà, moi j'ai pas peur d'être comparé à lui. On a des parcours différents, on a des objectifs différents. J'apprécie beaucoup son soutien. Il m'a donné de très bons conseils à l'issue des championnats du monde sur comment digérer ce titre. Donc non, j'ai pas de. Je suis très fier de lui succéder justement sur ce titre sur le bassin de Théodore-Gel où il avait gagné 10 ans plus tôt. Et je prends tout ce qu'il a à me donner parce qu'il a une sacrée expérience. Timothée Rouvière.
Comment vous vous préparez pour l'échéance olympique? Vous êtes déjà allé sur le terrain pour voir un petit peu comment ça se passait? Ouais, je pars dimanche prochain là pour préparer justement. On a une course qui s'appelle les pré-olympiques, qui sert de réglage à l'organisation des JO, qui permet d'affiner le bassin. Et nous, ça va nous permettre de faire les visites de Tokyo et après d'être très concentrés sur les prochains stages, de prendre en main le bassin et vraiment se mettre dans la peau d'un athlète au départ des Jeux Olympiques. Justement, en parlant des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, officiellement, vous n'êtes pas encore qualifié entre guillemets pour les Jeux Olympiques, c'est ça? Non, ouais, c'est un processus de sélection qui va suivre son cours. La fédération fait beaucoup de réunions en ce moment pour valider le mode de sélection futur. On avait l'objectif de sélectionner les athlètes dès octobre. Il fallait faire en gros 3 top 5 en Coupe du Monde. Aucun de nous trois n'a réussi à le faire. Mais vu que nous avons été performants, Denis Garot, il est champion olympique en titre. Marc Saint-Thomas, qui s'entraîne et vit à Toulouse, et vice-champion d'Europe en titre. Et donc moi, je suis champion du monde. Ça fait trois titres importants dans cette équipe. C'est pas mal, oui. Donc c'est très dur de départager et la sélection va se continuer. On attend juste de savoir où et quand officiellement. Mehdi Guillonneau, le 4e et le dernier chroniqueur. Bonsoir Cédric. Donc il y a Tokyo qui arrive, mais il y a Paris aussi en 2024. On y pense déjà ou pas? Non, on y pense, on a ça dans un coin de la tête, mais je pense que ça serait une grave erreur de considérer Tokyo que comme une étape. Donc je suis tout à fait concentré sur Tokyo pour l'instant. Et puis après, voilà, je m'entraîne tous les jours sur le futur bassin olympique de Paris. Donc ouais, c'est sûr que je vais vite y penser. Une dernière question, on se projette un peu. Les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, est-ce qu'il n'y a pas une pression particulière après ce titre de champion du monde? Est-ce que, bien évidemment, vous allez être attendu? Comment on gère peut-être cette pression ou sur le regard des autres surtout? En 30 secondes à peu près. Depuis l'année 2000, il n'y a que des Français qui ont gagné le titre olympique, sauf Martika en 2008. Oui. Donc, va falloir assumer. Et l'objectif de la fédération est clair, c'est de gagner le titre dans notre catégorie. Après, voilà, c'est aussi ça qui nous challenge et qui nous donne envie chaque matin de venir s'entraîner. C'est de vivre un moment comme ça, avec une pression comme ça. Et je ne crois pas que la pression, ce soit quelque chose de néfaste. Je pense que c'est quelque chose qui permet vraiment de se tirer vers le haut. J'espère vraiment être dans ce start des Jeux Olympiques avec toute cette pression, parce que je pense que ça va être un moment exceptionnel. Et champion du monde, champion olympique à la suite, ça serait vraiment sympa. Cédric, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Merci messieurs, merci Coraline et Romain à la réalisation audio et vidéo. Nous on se retrouve lundi. Alors nous on va quand même aller manger une pizza. Il y a le match France-Turquie. Nous on se retrouve lundi avec Sportez-vous bien. À bientôt.